donc si jamais elle est accessible sur notre site web. Donc on parle un peu de quantification. J'ai personnellement la conviction profonde au fait que la recherche dans notre domaine elle est essentielle parce que les pratiques quotidiennes, au fait, ou bien plutôt la recherche d'aujourd'hui sera l'activité quotidienne, l'activité clinique de routine de demain. Et donc j'espère au fait que je vais vous convaincre que la quantification elle est nécessaire, surtout pour les cas relativement complexes, peut-être pas pour tous les patients, mais en tout cas dans certains cas, j'espère que je vais réussir à vous convaincre qu'elle est relativement utile. Donc je commence déjà par cette définition. C'est une alliance au fait qui s'appelle les Quantitative Imaging Biomarkers Alliance, qui a été créée par la RSNA il y a quelques années en arrière. Et puis donc la définition, parce qu'il y en a plusieurs dans la littérature scientifique, celle qui a été adoptée donc par ce comité, c'est que l'imagerie quantitative est définie par l'extraction de ce qu'on appelle les features, donc de paramètres quantifiables, qui inclut donc les paramètres d'acquisition, de traitement, d'analyse et de visualisation qui permettent au fait d'extraire des paramètres qui sont liés plus ou moins à l'évaluation pour le diagnostic ou bien l'évaluation de la réponse à un traitement. Et donc pour commencer ma présentation, donc je pense que la plupart des centres, en tout cas que je connais, donc ils se contentent, et c'est ce qu'on a vu dans la présentation précédente, d'une évaluation purement qualitative des images. Et donc pour les jeunes médecins qui sont en formation, donc on leur apprend que ce genre de pattern, il est plus ou moins associé à une maladie neurodégénérative, donc une démence de type Alzheimer. Ce que vous avez à droite, c'est ce que vous avez à gauche, donc c'est un uptake relativement normal dans le cerveau d'un patient, et donc identique, de façon identique pour l'imagerie corporelle. Donc ça, c'est la biodistribution normale du FDG à laquelle on s'attend, et je pense que vous n'aurez pas de difficulté à reconnaître donc un lymphome. Donc la plupart des médecins en formation, donc vous avez les seniors qui les forment donc pour une interprétation adéquate de ce genre de pattern, et pratiquement 90 à 95% des centres donc ils fonctionnent comme ça. D'accord. Maintenant, je pense qu'il y a plus une évidence dans la littérature scientifique, et je vais vous montrer un exemple très convaincant, plutôt deux, que l'analyse visuelle donc, elle permet de répondre à pas mal de questions, mais en tout cas pour les cas complexes, je pense qu'on a un petit souci. Et ce livre donc, que je vous conseille, si vous faites juste un Google donc, PDF de ce livre, donc, qui a été utilisé pour concevoir en fait, les systèmes de visualisation qu'on utilise en imagerie diagnostique. Donc, ils sont inspirés un peu des formalismes mathématiques qui ont été développés dans ce livre et qui nous donnent un petit peu un aperçu sur les limitations de l'œil ou bien de l'œil humain. Et voici mon premier exemple ici, au fait. Si vous regardez cette barre qui est tout en bas, d'accord, donc, et la comparer au contraste qui est généré par cette barre par rapport au background, donc si je déplace cette barre vers le haut, vous avez l'impression au début qu'elles ont des intensités différentes, alors qu'en réalité, elles ont les mêmes intensités. D'accord ? Donc ça, c'est mon premier exemple. Deuxième exemple, il est plus extrait d'images PET, qu'a fait un des pionniers de l'imagerie quantitative qui s'appelle Lammertsma, quelqu'un qui a exercé pendant plus d'une trentaine d'années à Amsterdam. Et donc là, vous avez donc l'image statique, d'accord, donc d'un traceur, d'un ligand, je ne vous dirai pas lequel. Et puis vous comparez un petit peu donc l'uptake au niveau de cette région ici, d'accord, entre les deux scans. Donc ça c'est l'image statique acquise entre 60 et 90 minutes avant et après l'administration d'un antagoniste. D'accord, donc si je pose la question quelle est la différence de l'uptake dans cette région par rapport aux deux images, donc entre 25, inférieur à 25%, 50%, 75 ou 80 ou 100%. Donc avec l'œil humain, je pense, moi je serais plus incliné à dire que la différence elle est plus ou moins inférieure à 25%. Donc entre le baseline et après l'administration de l'antagoniste. Si on regarde l'imagerie paramétrique, donc qui convertit donc les images dynamiques acquises en un paramètre physiologique, on se rend compte qu'il y a une énorme différence avant et après l'administration. Donc c'est tout simplement le blocage des récepteurs NK1, puis la différence elle est plus dans le range de 97%.
Donc, j'espère qu'avec ces deux exemples, je vous ai convaincu. Je pense qu'il y a une évidence dans la littérature scientifique que dans certains cas, en tout cas dans cet article très intéressant que je vous conseille de lire, qui compare donc avec les courbes de Kaplan-Meier, donc les courbes de survie, l'image purement visuelle, d'accord, par rapport à une quantification relativement simple, avec un indice qui s'appelle le SUV, le Standardized Uptake Value, que je vais expliquer un peu plus tard. Et donc, je pense qu'en comparant les deux courbes, donc il y a une nette différence. Donc, je pense qu'il y a une évidence dans la littérature scientifique que l'interprétation visuelle a certaines limitations qui peuvent être compensées par la quantification. Donc, avec je pense que vous connaissez tous cette personne, professeur Abbas Alavi. Donc, c'est un des pionniers de l'imagerie PET. C'est le premier qui a injecté une molécule de FDG dans les années 75-70. Et donc, on a été invité à éditer deux numéros de cette revue qui s'appelle Clinical Translational Imaging, qui porte essentiellement sur la quantification en imagerie PET. Et donc, on a fait une recherche sur PubMed avec les mesh terms que vous voyez ici. Puis on a vu qu'il y a une augmentation, peut-être pas exponentielle, mais en tout cas, ça augmente avec le temps, ce qui montre un intérêt certain pour la quantification. Et donc, j'ai fait juste une mise à jour, parce que ça date quand même de 2014. Et puis, on garde plus ou moins le même trend. Vous voyez toujours donc cette augmentation, ça n'a pas changé. Une deuxième façon de faire les choses, c'est de faire de la semi-quantification. Donc, par rapport à ce que j'ai mentionné comme l'analyse purement subjective visuelle. Donc, le deuxième, c'est la semi-quantification avec ce paramètre qui s'appelle le SUV. Et on fait ça, en fait, de façon quotidienne dans notre service, dans le contexte de l'imagerie cérébrale. On le fait également en cardio, juste pour vous montrer un exemple comment on le fait. Donc, ça, c'est l'image d'un patient que l'on va comparer, d'accord, que l'on va comparer par rapport à une template qui reflète plus ou moins donc, la fixation de ce traceur dans un collectif de sujets normaux. Donc, c'est la fixation normale à laquelle on s'attend. Et donc, c'est une quinzaine de patients qui a été utilisée ici. On va aligner les images et puis générer une image moyenne. Puis, on va comparer au fait, région par région, voxel par voxel, les images de ce patient par rapport à cette template, donc qui reflète, comme je l'ai dit, la fixation normale. Et puis, on voit tout de suite donc, cette région-là qui est déficiente ici, qui est mise en évidence. Et puis on le fait également donc région par région, comme je l'ai indiqué, dans 63 régions, et regardez les asymétries gauche-droite, et puis également les Z-scores, donc qui comparent la fixation du traceur dans une région particulière par rapport à notre template. Et donc le fameux SUV dont mes collègues viennent de parler dans la précédente présentation, il est calculé avec cette formule magique, très, très simple. Donc on va tout simplement délimiter une région d'intérêt dans la zone tumorale, dans la région tumorale, calculer la concentration d'activité pour la diviser par rapport à l'activité injectée au patient, normalisée par le poids du patient. Il y a d'autres études qui utilisent ce qu'on appelle le BSI ou bien le Body Mass Index. Donc il y a des variantes, mais en tout cas la plupart des logiciels qui sont implémentés sur les plateformes commerciales, donc ils utilisent cette équation. Et c'est très utilisé en oncologie clinique. La dernière façon de procéder, et ça je pense il n'y a aucun centre à ma connaissance, peut-être les centres académiques avancés aux États-Unis qui font ça, en clinique, c'est de faire de la quantification absolue avec de la modélisation cinétique. C'est extrêmement complexe de faire ça en clinique. Il faut extraire ce qu'on appelle la fonction d'entrée avec des échantillons sanguins. Très peu de médecins font ça chez des patients, puis procéder avec une analyse pour le FDG à deux compartiments pour convertir donc, la distribution d'activité en une grandeur paramétrique. En l'occurrence, là, on parle de métabolisme cérébral. D'accord, donc en termes techniques ou physiques, donc, il y a plusieurs paramètres qui influencent la quantification, la précision de la quantification. Je les ai résumés ici en 5 catégories. Le premier, c'est les facteurs qui sont liés à l'instrumentation et les facteurs de mesure. On sait que notre scanner il a une résolution limitée, donc 3 à 4 mm dans le meilleur des cas. Et bien entendu, ceci induit un volume partiel important et donc une perte de signal, une perte de quantification. Le deuxième paramètre, c'est lié aussi au facteur de notre façon de scanner les patients. Et en général, donc, on les scanne pendant 3 minutes par position de lit. Et donc, on n'a pas une statistique infinie, ce qui veut dire qu'on a également donc,
une imprécision qui est liée à ce facteur. Donc, le deuxième facteur, c'est le facteur physique. Vous avez l'interaction rayonnement-matière. Donc, un petit rappel de physique nucléaire, c'est que les rayonnements qui sont émis par le corps du patient, ils vont interagir avec les tissus biologiques, ils peuvent être absorbés, ils peuvent être diffusés. Et donc, vous avez le diffusé Compton, vous avez l'absorption photoélectrique, ce qui constitue aussi une perte. C'est pour cette raison, en fait, qu'on utilise le TDM ou bien le CT pour compenser l'atténuation, également pour guider notre correction du diffusé Compton. Vous avez des facteurs également liés à la reconstruction. Donc, la reconstruction n'est jamais parfaite. Elle repose sur un modèle physique pour les reconstructions donc analytiques, ou bien sur un modèle statistique quand il s'agit de reconstruction itérative. Et puis la reconstruction donc, a également, si vous voulez, une fonction de réponse qui n'est pas égale à l'unité. Vous avez des facteurs physiques qui sont physiologiques, pardon, qui sont plus liés aux patients. Vous avez des patients qui sont qui respirent pendant l'acquisition. Donc vous avez des problèmes de recalage entre le CT et le PET. Vous avez les cinétiques du traceur, la glycémie pour les patients, surtout pour les diabétiques. Et donc tous ces facteurs physiologiques peuvent influencer à la mesure. Et puis le dernier point, c'est donc ces facteurs méthodologiques. Ça s'applique surtout quand on fait une modélisation cinétique complète. Alors, comment ça se passe, au fait, je vous explique un peu comment c'est implémenté sur les logiciels qu'utilisent les constructeurs. Comment est-ce qu'on va convertir une image CT en une carte d'atténuation que l'on peut utiliser pour corriger l'atténuation donc des photons dans le tissu biologique du patient. On utilise ce genre de photons ici avec des compartiments qui ont des densités et puis des Z effectives bien entendu différents. Puis on établit donc cette courbe de calibration bilinéaire donc qui va tout simplement nous permettre de convertir l'image CT qui est en unité Hounsfield, d'accord, parce que toutes les images CT sont codées en unité Hounsfield, en un coefficient linéaire d'atténuation, parce que c'est ça au fait qui nous intéresse pour les 511 keV. La mesure PET, elle est faite avec des photons d'annihilation 511 keV, ce qui n'est pas le cas au fait du CT qui fait plutôt vers les 70 ou bien les 80 kVp. Donc il faut cette courbe de calibration pour faire la conversion. Et la compréhension de ça, au fait, ça nous aide un peu à comprendre ce qu'on appelle les artefacts qui sont plutôt d'ordre technique, contrairement aux pitfalls qui sont associés plutôt à des aspects physiologiques qui peuvent nous expliquer donc les médecins nucléaires. Il y a des artefacts qui sont, par exemple, ce que vous voyez ici, quand vous avez un mismatch entre le CT et le PET, vous avez des artefacts ici, ce qu'on appelle les banana artifacts ou bien les cold artifacts. Quand vous avez un mismatch entre le CT et le PET, vous voyez ces problèmes qui ont lieu ici. Je vous ai montré un cas intéressant où la lésion se trouve exactement à ce niveau et puis on peut la louper. Donc, les artefacts métalliques que vous voyez ici sont également un grand souci pour nos amis radiologues. Donc, quand vous avez des implants dentaires, vous avez des prothèses de la hanche, vous avez j'en sais quoi. Tout ce qui est métallique, en tout cas dans le corps du patient, il génère des artefacts qui sont visibles sur les images CT. Quand vous faites une acquisition combinée, PET et CT, vous utilisez le CT pour la correction d'atténuation des images PET. Donc pour les jeunes médecins qui sont en formation, ce que vous voyez ici peuvent être interprétés comme une activité hypermétabolique, alors qu'en réalité c'est un artefact technique parce que c'est les artefacts que vous voyez ici sur le CT qui se propagent sur les images PET pour la simple raison que la correction d'atténuation est un phénomène multiplicatif, donc on va faire une multiplication de matrices, et donc tout ce qui se voit sur le T va se propager sur le PET. Identique, donc de façon identique, on a ces artefacts qui sont liés à la présence de produits de contraste, que ce soit une injection IV ou orale, donc pour les centres en fait, qui font du CT de qualité diagnostique. On voit que le produit de contraste ici donc, peut générer également des artefacts qui peuvent être interprétés comme des lésions hypermétaboliques. Donc ça, c'est un des premiers patients qu'on a eu. Au fait, il a eu juste la veille ce que les radiologues appellent un TOGD, et donc une administration de produits de contraste oral qui reste au niveau de l'abdomen, même le lendemain, au fait, quand il est venu pour faire son PET-CT. Puis les radiologues, au fait, plutôt les médecins nucléaires, ils ont été embêtés par ces images. Vous avez donc ce produit de contraste donc, qui apparaît sur la carte d'atténuation qu'on a utilisée pour la correction de l'atténuation dans le corps du patient. Bien entendu, les images au niveau de l'abdomen n'étaient pas interprétables.
Et donc assez rapidement pour répondre, donc c'est pour ça que c'est important, je pense, cette interaction entre les différentes disciplines, entre les physiciens et les médecins nucléaires. On doit répondre aux questions qui sont posées par nos collègues médecins. Donc rapidement, on a dû développer cette technique de traitement d'image. Je ne vous explique pas les détails techniques, mais assez rapidement, donc on va segmenter le produit de contraste oral qui a une densité proche de la densité osseuse. On va les séparer avec une technique de segmentation, puis on va corriger la carte d'atténuation que vous voyez ici. Et puis ça nous permet au fait de présenter des images de qualité diagnostique aux médecins pour qu'ils puissent les interpréter. Puis justement, ils cherchaient quelque chose au niveau de l'abdomen, donc ces images les ont beaucoup aidés pour la rédaction du rapport. Donc nos collègues radiologues donc, ont été également intéressés par ce genre de développement parce qu'on peut au fait corriger les images CT pour ces artefacts métalliques. Donc à l'époque, ça a été fait par un de mes doctorants en fait, qui a fait sa thèse entre 2013 et 2016. Et donc à l'époque, il y avait très peu de constructeurs qui proposaient des techniques de réduction d'artefacts métalliques. Et puis c'est un développement qui était intéressant, surtout quand on compare au fait. Donc ça, c'est la technique qui a été proposée par notre groupe par rapport à ce qui est disponible dans la littérature. Parce que si vous connaissez Callender, qui est connu comme étant le père du CT, c'est un Allemand, c'est un physicien allemand. Et donc on a montré au fait que cette technique, elle permet de générer des images de qualité convenable sans générer d'artefacts supplémentaires. Et donc un deuxième doctorant, il a fait également un travail sur l'impact pour la partie PET-CT. Et donc on voit que les artefacts qui apparaissent ici, d'accord, qui sont associés à ces artefacts métalliques, ils disparaissent après la correction des artefacts métalliques sur le CT. Donc je recommande vivement pour ceux qui ont des logiciels fournis par les constructeurs, à utiliser la correction d'artefacts métalliques pour enlever ces artefacts qui sont très gênants pour l'interprétation. Après, au fait, on a eu des discussions également avec nos collègues neurologues qui nous envoient des patients donc épileptiques qui viennent faire leur examen PET-CT avec les comment est-ce qu'on appelle ça en français, avec le monitoring EEG, donc les électrodes métalliques, et qui génèrent également les mêmes artefacts. Donc ils étaient un petit peu embêtés par ça. Et on a utilisé plus ou moins la même technique pour qu'on puisse corriger donc les CT pour ce genre d'artefacts et puis générer des images non artefactées. Puis on a fait une évaluation quantitative, dont l'importance de la quantification dont je vais parler également un peu plus tard, dans le contexte de l'imagerie oncologique. On a vu au fait qu'il y a un biais de quantification relativement conséquent dans toute la région, pas seulement les régions qui sont proches des artefacts métalliques, où le biais de quantification il est proche de 20%, mais également donc un biais de 5%, plus ou moins relativement uniforme au niveau des cerveaux de nos patients. Donc pour la partie PET-MR, je pense que je ne devais pas couvrir ça, mais j'ai quand même quelques slides que je n'ai pas réussi à enlever. Donc un des gros problèmes en fait, qu'on a sur les PET-MR, c'est que l'intensité au fait, du signal MR n'est pas directement proportionnelle à la densité électronique, contrairement à ce que nous donne le CT. Et donc pour ça, il y a des techniques qui sont proposées par les constructeurs qui ne fonctionnent pas très bien. Et je vous expliquerai pourquoi. En fait, par exemple, Philips, ce qu'il nous propose, c'est de segmenter donc, cette image MR pour tenir compte seulement du poumon, qui a une densité de 0,3 g par cc, donc il a une densité inférieure à la densité des tissus mous. Il n'arrive pas à extraire tout ce qui est osseux, il n'arrive pas à le segmenter à partir des séquences conventionnelles pondérées en T1. Et puis il suppose également donc, que toute la densité du poumon elle est uniforme, ce qui n'est pas le cas. Donc les patients qui fument, les patients donc, qui ont un cancer du poumon, ils n'ont pas une densité uniforme au niveau du poumon. On peut également donc, utiliser certaines séquences de l'IRM pour compenser les mouvements. Donc nos collègues qui viennent de parler des artefacts de mouvement, il y a des séquences de tagging qui permettent, en fait, quand on fait une acquisition simultanée PET-MR, donc on peut utiliser ces séquences, une acquisition simultanée pour compenser les artefacts des mouvements sur les images PET correspondantes. L'artefact, ou bien plutôt le problème d'effet de volume partiel, qui est conséquent surtout pour l'imagerie cérébrale, où on cherche des détails relativement fins, donc pour les instruments qu'on utilise actuellement, donc une résolution de 4 mm, donc on a dans notre service, au fait, c'est utilisé en routine. En fait, les neurologues, ils apprécient la correction d'effets de volume partiel qui est guidée par la résonance. Donc, on va segmenter cette image et puis l'utiliser
pour guider la correction d'effets de volume partiel. Et je pense que vous voyez très bien la différence en termes de qualité, en termes de résolution spatiale, entre l'image corrigée pour l'effet de volume partiel par rapport aux images qui résultent directement de la reconstruction qui nous fournit le constructeur. Et puis on peut intégrer ce process, je vous ai parlé de reconstruction itérative, dans la reconstruction directe, ce qui nous donne des images également de notre meilleure résolution par rapport à ce que nous donne le constructeur. Ça, c'est des notions, je pense, relativement avancées que je vais essayer de présenter relativement vite. Donc, il y a 3 approches qui ont été proposées dans la littérature pour convertir une image IRM en une image CT synthétique, si vous voulez. Donc, l'approche qui est basée sur la segmentation, qui est relativement limitée, l'approche qui utilise l'Atlas, qui fonctionne relativement bien dans l'imagerie cérébrale, mais qui a des soucis donc, au niveau de l'imagerie corporelle, surtout au niveau du thorax. Si vous avez des anomalies, donc ce n'est pas pris en considération. Puis une nouvelle approche qui est très intéressante, qu'on appelle donc une reconstruction conjointe entre l'émission et la transmission. Comme je l'ai dit, donc c'est des notions relativement avancées que je vais essayer de passer assez rapidement. Donc on a été intéressé dans le cadre de l'imagerie donc cérébrale, alors qu'on utilisait à l'époque en fait un PET seul avec des sources de transmission, comme ça a été décrit par mes collègues dans la précédente présentation. Donc on utilisait des sources de césium-137 avec une énergie de 662 kV et une conversion, en fait une courbe de conversion, un facteur de conversion qui permettait de convertir au 511 du PET. Et donc on a utilisé l'IRM qui est aligné à l'image PET avec une segmentation qui a fonctionné relativement bien pour l'imagerie cérébrale. Et vous voyez ici donc l'image de transmission avec le césium, le PET corrigé avec cette image, et puis le quart d'atténuation dérivé à partir de cette résonance, et puis l'image PET correspondante. Donc ça fonctionne relativement bien. Donc pour l'imagerie corporelle, encore une fois, donc je ne suis pas sûr qu'on va voir une petite IRM assez rapidement ici en Algérie, sait-on jamais. Donc ça, c'est un patient qui a été scanné 2 fois, d'accord. Donc une PET-MR d'abord, puis un PET-CT en deuxième temps. On a aligné les 2 scans, et ce qui nous permet au fait de comparer la carte d'atténuation qui est générée donc par le logiciel que nous fournit le constructeur. Vous voyez ici donc 3 tissus ou 4 si on rajoute tout ce qui est matière graisseuse, qui a une densité également inférieure au tissu mou, les poumons, le tissu mou, et puis pas de structure osseuse, parce que comme je l'ai indiqué, donc c'est impossible à extraire à partir d'une image qui est pondérée en T1. Ça, c'est l'image que l'on ne peut extraire à partir de l'approche Atlas, qui a l'avantage de rajouter donc tout ce qui est osseux, comme vous le voyez ici, n'est-ce pas? Et également tout ce qui est à cavité nasale, donc ça le calcule relativement bien. Et puis la dernière approche que j'ai mentionnée, au fait, qui repose sur donc, la reconstruction conjointe, émission et transmission. Donc ça, c'est un cas, je pense, qui est très parlant quand on parle de quantification. Est-ce qu'on peut faire de la quantification avec cette approche de segmentation? Et donc ça, c'est un patient. Ça, c'est le CT, d'accord? Donc le PET du CT avec un SUV X. Vous avez les chiffres ici. Ça, c'est le PET-MR du même patient. Et si on fait la comparaison des 2 chiffres, vous faites le patient, il a fait son... Bien sûr, le FDG n'est pas un traceur statique, d'accord? Mais on a utilisé au fait les mêmes images PET pour corriger. Et puis tout simplement, on a joué avec la carte de correction, celle dérivée sur le CT, celle dérivée sur le MR, pour montrer qu'il y a déjà un biais de quantification qui est proche de 23%, ce qui est considérable, ce qui est énorme, d'accord? Puis ça, vous avez donc la carte de biais de quantification voxel par voxel qui vous montre aussi que qu'on a des soucis un petit peu dans toutes les régions avec un biais qui peut monter jusqu'à 30 et 40%. Donc je pense, passer rapidement. C'est un travail qu'on a fait avec l'équipe de King's College pour montrer que également, donc, la technique que nous proposent les constructeurs, donc, qui repose sur la segmentation en 2 classes, donc ne fonctionne pas très bien, surtout dans l'imagerie cérébrale, et puis qui a donc une façon d'améliorer ça avec des techniques relativement avancées que j'ai décrites. Il y a d'autres centres, donc là, c'est l'équipe de Zurich, c'est un centre qui travaille beaucoup avec General Electric, donc qui ont développé des séquences IRM
qui permettent au fait ce qu'ils appellent Ultra Short Echo ou bien Zero Time Echo, qui permettent d'extraire au fait tout ce qui est dense, donc tout ce qui est squelettique ici, tout ce qui est osseux. Donc ça nous permet au fait de générer des cartes d'atténuation qui prennent en considération donc la présence de structures osseuses dans la région qui est scannée. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le cycle de Hype. Donc c'est très utilisé, je pense, dans les sciences sociales également, dans les sciences politiques. C'est quand il y a, je sais pas, un nouveau phénomène qui apparaît, un nouveau président qui est élu. Il y a plein d'excitation, donc on dit qu'il va faire beaucoup de choses, et puis finalement, donc après l'enthousiasme, il diminue, puis on considère oui, c'était pas un bon choix, et puis après, donc on reprend confiance. C'est quelque chose qui est très intéressant, puis on a été intéressé par ça pour voir un peu où se positionnent toutes les nouvelles technologies qui sont proposées, donc qui ont des applications dans notre domaine. On a en particulier, donc je pense que mes collègues radiologues et médecins nucléaires en ont beaucoup entendu, de logiciels utilisant des techniques d'intelligence artificielle pour l'interprétation donc automatique de CT, puis que peut-être que ça va tuer à la spécialité, on n'aura pas lui besoin de médecins nucléaires ou de radiologues dans le futur. Donc vous voyez par rapport à ce cycle de Hype, donc les techniques d'intelligence artificielle en machine learning, ça on appelle le deep learning, il se trouve ici au pic, hein, d'accord. On est vraiment au summum. Et puis on a été intéressé justement à appliquer ce genre de techniques pour l'apprentissage et pour générer des cartes d'atténuation à partir des IRM. Donc c'est ce qu'a fait un de mes fellows, donc qui travaille dans mon laboratoire. Donc je ne vous explique pas les détails techniques, je vous montre surtout cette dia. Vous voyez l'IRM, le CT, c'est notre référence, d'accord, c'est notre gold standard. Ça, c'est ce qui nous fait Philips. Donc vous êtes d'accord que ça ne reflète pas vraiment donc, cette image CT. Puis ça, c'est l'image qui est générée par les techniques d'intelligence artificielle, donc le deep learning qu'on a utilisé dans le cadre de ce travail. Bien entendu, le biais de quantification, donc il diminue en conséquence par rapport à la technique de segmentation que nous proposent nos chers amis de Philips. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire également donc, pour nos patients? On sait que les patients, surtout pour eux qui ont des maladies neurodégénératives, ils bougent pendant les acquisitions, d'accord? Et donc, on peut utiliser les images MR pour compenser les artefacts de mouvement. Donc, on est très sensible à ce genre de problématiques. Et en recherche, je pense que c'est plus facile à implémenter qu'en routine clinique, surtout pour l'imagerie corporelle. Le patient ne peut pas l'empêcher de bouger parce que les acquisitions ils durent 2 à 3 minutes par position de lit. Et donc, vous voyez les lésions ici, donc, quand elles bougent, donc ça tend à plus ou moins, donc, on tend à voir les images qui sont beaucoup plus un phénomène d'élongation, donc plus longues qu'elles le sont en réalité, puis bien entendu avec une perte de contraste qui peut induire dans certains cas donc à ne pas les voir carrément sur les images statiques. Et donc sur le PET-MR, on peut appliquer, comme je l'ai dit, donc des séquences de tagging qui sont acquises de façon simultanée avec le PET, et puis ce qui nous permet de compenser les artefacts de mouvement. Je me contenterai de vous montrer ici tout simplement une étude publiée par l'équipe de MGH, donc l'équipe de Boston, chez l'animal, d'accord. Donc ils ont comparé les images statiques, ce qu'on fait tous les jours, en fait ce qu'on a vu avant dans la présentation d'avancée des images statiques, l'image avec une synchronisation respiratoire, ce qui permet au fait de nous donner des images de meilleure qualité avec un meilleur contraste, mais avec un bruit relativement amplifié, pour la simple raison qu'on va tout simplement couper au fait notre image statique acquise pendant 2 minutes par position de lit en plusieurs phases respiratoires. Et donc c'est ce qui va augmenter le bruit comme vous voyez ici. Et donc avec la technique de compensation de mouvement, ça nous permet au fait de gagner en contraste, d'améliorer le contraste sans amplifier le bruit statistique. Et donc c'est très, très en vogue actuellement. Et je pense dans un avenir proche, comme l'IRM n'est pas un examen irradiant comparé au CT, la plupart des constructeurs, je pense qu'ils vont s'y mettre et implémenter ce genre de technique sur leur machine. L'effet de volume partiel qui a été également mentionné par mon collègue, donc qui peut impacter aussi bien le contraste que la détectabilité, surtout des petites lésions. Quand on a un résidu, je pense qu'on a un souci. On peut
comprendre ou expliquer ce phénomène avec ce fantôme sphérique qui simule au fait des lésions avec différentes tailles, d'accord? Donc c'est des petites sphères et on voit que quand on dégrade de façon artificielle la résolution de notre scanner, on peut louper au fait des petites lésions qui sont complètement invisibles. En réalité, au fait, on a le même contraste ou la même concentration d'activité avec ce sphère, alors que si vous regardez ici, à cause de justement cette perte de signal, cet effet de volume partiel, on a l'impression en fait qu'on n'a pas le même contraste dans les différentes sphères. Et c'est quelque chose qu'on quantifie, nous autres physiciens, en mettant un fantôme dans le scanner qui contient ce genre de disposition de sphères de différentes tailles. On mesure ce qu'on appelle le coefficient de recouvrement, d'accord? Avec ces coefficients de recouvrement, donc je sais qu'avec un système, avec un scanner à une résolution de 6 mm, j'ai pratiquement une perte de 90% de mon signal pour une sphère qui a un diamètre de 10 mm. Et puis, vous pouvez faire le lien avec si vous avez un patient qui est présent avec une lésion de très petite taille. Donc vous avez également une perte de signal et un biais de quantification qui est conséquent. Donc, comme je l'ai dit, dans notre service, au fait, il y a un intérêt des neurologues pour qu'on applique ça donc, en routine clinique. Donc pour tous les patients, on corrige l'effet de volume partiel. Je ne vous explique pas le détail de cet algorithme. Je vous montre deux cas cliniques qui sont intéressants. Alors ce que vous voyez sur votre gauche ici, donc c'est un patient avec une suspicion de démence, donc de type Alzheimer. Et puis ce qui est intéressant dans ce cas, c'est de voir est-ce que l'atrophie que vous voyez ici sur l'IRM, elle est corrélée avec une perte de signal sur le PET ou pas, ce qui n'est pas le cas pour ce patient après la compensation des effets de volume partiel. Et puis un deuxième cas avec une démence frontotemporale. Et puis dans ce cas, donc, l'hypométabolisme il est associé avec l'atrophie que vous voyez ici. Donc j'ai déjà parlé de la reconstruction, de la complexité au fait. On entend Q-Clear, il y a différents noms, ou bien HDPET de Siemens, ou bien vous avez une autre dénomination par Philips. Donc ils font tous la même chose, mais avec des implémentations qui sont différentes. Il faut comprendre quand même ce qu'il y a derrière. Leur avantage, au fait, c'est qu'ils permettent d'intégrer donc toutes les imperfections dans le sens physique. Ce que vous voyez ici, le facteur S, c'est le diffusé. Ici, c'est les coïncidences aléatoires, c'est le randoms. Donc ça nous permet de les intégrer lors de la reconstruction, ne pas les faire a posteriori, comme c'est le cas des techniques conventionnelles. Et ça nous permet également, en fait, de rehausser, donc d'améliorer la qualité de nos images, en intégrant par exemple l'image de résonance ici lors de la reconstruction PET. L'exemple le plus simple, au fait, c'est que je vais prendre l'image de résonance qui est alignée par rapport à mon image PET, et puis au lieu de filtrer, donc on applique tous, je pense que tous les collègues ils font un filtrage post-reconstruction gaussien pour smoother, donc pour lisser les images pour qu'elles soient moins bruitées, et donc limiter ce lissage gaussien aux régions qui se retrouvent à l'intérieur, on fait les régions du cerveau qui sont les régions cérébrales qui sont uniformes, et épargner les contours ici, ce qui permet de rehausser le contraste et puis également donc, de gagner en résolution. Et donc des développements récents également, donc il y a le groupe de King's College qui a fait un travail excellent ici pour réduire l'activité à injecter aux patients. C'est un chapitre que je n'ai pas abordé dans la première présentation, mais en tout cas, il y a un intérêt certain en termes de radioprotection, selon le concept ALARA, d'administrer le moins d'activité possible pour un examen donné à un patient. Et dans ce cas, vous voyez à peu près une administration de 370 mégabecquerels, ce qui constitue donc le 100% de signal que vous voyez ici. Donc, quand on utilise l'IRM pour guider la reconstruction, ça leur a permis de réduire avec une reconstruction qui s'appelle MAP, d'accord, avec une connaissance a posteriori, de réduire à 5%, donc moins de 5% de 370, c'est à peu près 2-3 mégabecquerels donc, que l'on injecte, et vous voyez donc que c'est des travaux qui sont conséquents. Une autre équipe au fait de Stanford, donc un article récent publié dans la fameuse revue Radiology. Donc ils ont montré en utilisant les techniques d'intelligence artificielle, donc les mêmes que je vous ai décrites avant, que l'on peut réduire donc à 1%. Donc l'apprentissage, en fait, il se fait avec les images low dose et puis les images full dose. Et puis donc le but, c'est de prédire l'image full dose à partir de l'image low dose en utilisant donc l'image IRM pour guider encore une fois donc cet apprentissage. Et donc vous voyez que le résultat, il est vraiment frappant. Donc ça, c'est l'IRM
L'image low dose qui n'est pas de qualité diagnostique, je pense qu'il est très difficile de l'interpréter. L'image qui est reconstruite, prédite par les techniques d'intelligence artificielle, seulement à partir du PET et puis guidée par l'IRM, comparée à l'image full dose. En fait, c'est tout simplement une acquisition aux États-Unis. Ils donnent beaucoup plus d'activité par rapport à ce qu'on fait en Europe. Et donc, ils injectent après 370 4 mégabecquerels. Et puis après, on va tout simplement prendre le 5% du signal correspondant pour faire l'apprentissage et pour faire la comparaison que vous voyez ici. Et après, donc, un groupe de médecins nucléaires ont interprété les images. Et vous voyez que les scores qui ont été attribués, donc c'est des scores variables entre 1 et 5, sont plus ou moins équivalents entre les low doses qui sont prédits par cette technique par rapport aux images full dose. On passe maintenant donc à l'imagerie. Je pense que vous avez faim déjà ou... Oui, 5 minutes, 5-10 minutes. D'accord, 5 minutes, rapidement pour l'imagerie oncologique. Donc il y a les différentes métriques qui sont utilisées pratiquement en recherche. Donc en routine clinique, vous avez donc le SUV max, le SUV peak qui a été proposé par notre collègue Rachel Wall. Pour les études, on utilise aussi d'autres paramètres comme le TLG, Total Lesion Glycolysis. Je vais expliquer ce que c'est. Et puis plus récemment, donc on utilise aussi ce qu'on appelle la radiomique, et puis des indices de texture. Et puis dans notre centre, en fait, on s'est penché sur l'imagerie paramétrique. Je vous montrerai quelques exemples qui, j'espère, seront très convaincants. Donc là, pour le jeune médecin, je pense que quand il regarde tout ce qui est proposé dans la littérature scientifique, donc de ce qui est très simple comme le SUVMAX, comparé donc à la radiomique, à l'analyse de texture, à l'imagerie paramétrique, donc il est perdu, puis finalement il va tout simplement se contenter de faire une interprétation visuelle. Donc on cherche à simplifier un petit peu les concepts. Je vous explique un peu comment ça fonctionne en routine, parce que mes collègues ont parlé du SUV, donc comment est-ce qu'on le fait. On va délimiter donc de façon que ce soit manuelle ou bien tout simplement avec un rectangle ou une région ou un carré pour voir un petit peu le SUVMAX. Donc c'est tout simple. Le SUVPIC, donc c'est le SUV tout simplement dans la région la plus active, mais limité à un cc de volume. Et puis le SUV moyen, si vous faites une délimitation manuelle, donc comme on fait au fait pour le planning de traitement radio-oncologie, on peut obtenir le SUV moyen, d'accord. Et puis le TLG qui a été proposé par Stieg Larsson du Memorial, donc à New York, c'est une multiplication de volume tumoral, d'accord, le MTV c'est le volume tumoral, par le SUV moyen, d'accord. Et puis si on regarde un petit peu, il y a un survey qui est paru dans le journal américain de médecine nucléaire, le JNM en 2011, donc c'est un survey, ils ont envoyé des questionnaires. 90% des centres, en fait, ils rapportent, je pense que c'est intéressant pour vous si vous avez une activité PET, qui rapportent le SUV dans le rapport clinique. C'est intéressant. Je pense, contourner ça. Par contre, nous autres physiciens, on a un souci avec le SUVMAX. Alors, le souci est le suivant, c'est que si vous avez une tumeur hétérogène, et je pense qu'il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui paraissent dans la littérature scientifique qui mettent en évidence une corrélation entre l'hétérogénéité, donc de la fixation tumorale, et puis le outcome, d'accord. Et donc, négliger ou bien exclure tout simplement toute cette information pour se focaliser sur un seul pixel nous semble un petit peu surréaliste et trop simpliste, d'accord. Et donc, mais par contre, ça reste donc le SUVMAX, ça reste très utilisé, pas seulement en clinique, mais également dans les études, tout simplement parce que ça nous simplifie la vie. Donc, on prend une image, on prend le pixel le plus actif, on fait donc l'examen de baseline. Après donc X cycles de chimiothérapie, est-ce que le SUV baisse, le patient y répond. Si le SUV ne baisse pas, donc il augmente ou bien il est constant, donc il y a une progression ou bien une stabilité, donc le patient n'y répond pas, donc on doit changer notre schéma thérapeutique. Vous voyez qu'ici le patient il répond, ce patient malheureusement il est décédé quelques semaines plus tard. Et donc le SUV, un des avantages qu'il a, c'est qu'il est reproductible. Ça a été démontré dans une étude pilote par Wolfgang Weber, donc qui était au Memorial et puis qui est maintenant de retour en Allemagne. Et donc il a fait une étude sur quelques patients. Il a montré que le SUV il est très reproductible. D'accord. Par contre,
sur le plan technique ou sur le plan également physiologique, on sait que le sucre, au fait, il dépend de la glycémie, il dépend j'ai un blanc là, fasting. Si le patient, quand il vient à jeun, en fait, il vient 3 heures, 4 heures, donc le suivi peut varier en fonction de son état, d'accord. Il est dépendant également de la façon de scanner les patients, c'est-à-dire on les scanne 1 heure après, 1 heure et demie ou 2 heures après. Le suivi également, il change en fonction de ça. Et puis également d'autres paramètres. Est-ce que vous avez la même horloge sur l'activimètre que vous utilisez pour mesurer l'activité de FDG et puis l'horloge au fait, de votre scanner PET, il faut faire attention à ça. Dans notre centre, on utilise au fait, des injecteurs automatiques et donc il y a des dérives au niveau de l'horloge et puis on essaie quand même de les synchroniser toutes les X semaines. Ce qui a été démontré également donc, récemment par la fameuse QIBA dans une étude qui est parue dans Radiology, c'est que si vous prenez la même étude clinique et vous l'ouvrez, vous faites une lecture avec différents logiciels, d'accord, logiciel G, logiciel Siemens. Il y a beaucoup de centres qui utilisent des logiciels open source comme Osiris, qui a été développé également par une équipe de DHUG de Genève. Donc vous n'avez pas forcément les mêmes suivis. Et ce qu'ils ont fait pour les démontrer, ils ont conçu un fantôme numérique, d'accord. Après, ils ont donc généré des façons artificielles en termes de suivi et des densités. Ils ont après donc rempli les tags d'ICOM correspondants, puis ils ont tout simplement ouvert donc, les images de ce fantôme avec les différents logiciels. Et le résultat est pour le moins troublant. Donc vous avez des différences en termes de lecture de SUV qui sont variables, et puis le biais, il est supérieur à 100% dans certains cas. Donc pour les études multicentriques, donc vous oubliez donc faire des lectures sur des consoles G, des consoles Philips, des consoles Osiris, donc les valeurs ne sont nettement pas comparables. Et donc il y a plusieurs initiatives qui ont été justement initiées, ou bien des comités ou des groupes de réflexion et de travail qui se sont penchés donc, sur cette problématique et qui ont envoyé donc ce fantôme NEMA qu'on utilise pour quantifier les performances de nos scanners à différents centres, d'accord. Et vous voyez donc les images, la variabilité entre les images. Là, je peux vous assurer donc ce centre, si j'ai un problème, je n'irai pas faire mon test chez eux, n'est-ce pas? Donc, il y a un souci. Ça, c'est une qualité bien entendu acceptable, mais en tout cas, donc, ils ont été confrontés à cette problématique. Et pour ceux qui vont à l'ENM, donc, ils savent qu'il y a une initiative qui est donc, gérée par notre collègue Bullard, donc, qui tend à uniformiser plus ou moins donc, la réponse de ces scanners, donc en guidant les gens comment est-ce qu'il faut faire la mesure et puis comment est-ce qu'il faut faire la quantification. Donc, je vais essayer de faire passer quelques slides qui nous parlent de segmentation et des difficultés, surtout pour mes collègues. J'ai parlé de l'application du PET-CT pour la radio-oncologie. Donc, la façon de déligner ou de délimiter le volume tumoral, il dépend quand même du contraste. Est-ce que je vais utiliser 100% du SUV ou bien est-ce que je vais baisser donc à 50% du SUV? Et puis la lésion, en fait, que l'on va observer, elle sera différente en fonction de ça. Ça, c'est une dia que j'ai déjà présentée avant. Donc, un des concepts qui est le plus en vogue, très intéressant en tout cas, aussi bien pour les médecins nucléaires quand ils utilisent le PET, que ce soit pour le diagnostic ou bien pour la réponse au traitement. Donc il y a un intérêt certain pour faire de la segmentation et faire de la quantification de façon automatique. Je passerai rapidement ces dias, donc pas très intéressantes. Et je vous montre un algorithme qui permet de faire de la segmentation automatique qui a été développé par un doctorant dans mon équipe qui utilise la technologie qu'on appelle les snakes, d'accord, donc avec une énergie positive et une énergie négative, donc on tend à faire converger les contours sur l'image des patients. Je vous ai déjà parlé également de ces concepts de modélisation qui sont très intéressants au fait pour la simulation, pour valider les techniques de segmentation. Mais on préfère, au fait, pour convaincre nos collègues radio-oncologues, au fait, ils préfèrent d'utiliser des données cliniques. Puis on a eu la chance d'avoir accès à cette base de données. C'est des patients, en fait, qui viennent de Louvain-la-Neuve, de Belgique, qui ont été... c'était des candidats à une chirurgie. Ils ont fait le PET, c'était avant la chirurgie. Et puis après la chirurgie, ils ont extrait donc, la pièce opératoire qu'ils ont congelée, puis après ils ont découpé dans des coupes très très fines, reconstruction 3D qu'ils ont alignées sur les images, donc un travail très minutieux.
Et donc, c'est la pièce opératoire avec une reconstruction 3D qui nous sert comme un outil de validation pour les techniques de segmentation qu'on développe. Donc, je passe rapidement. Encore 1 minute et je pense que j'aurai terminé ici. Donc, ça, c'est un travail qui est fait par la APM, qui a développé des guidelines que l'on propose donc, pour nos collègues. Et puis, donc, cette notion de radiomix, je pense que les images ne sont pas simplement des photos que l'on prend, c'est des données. Donc, c'est des données qui sont très précieuses. Il ne faut pas se contenter d'interpréter de façon visuelle donc, les images. Il faut piocher dedans et extraire le maximum d'informations. Et c'est le but de cette approche radiomix, c'est qu'on utilise des critères de texture, de forme et d'intensité pour extraire le plus d'informations possible. Et je pense qu'il y a de plus en plus de données dans la littérature qui démontrent la relevance clinique de la radiomique. Dans notre équipe, et c'est mes dernières dias, donc on s'est intéressé à faire de l'imagerie paramétrique. Donc au lieu de faire une acquisition statique, on fait des acquisitions très courtes, donc de 30 ou 40 secondes par position de lit. Et donc on fait un premier run. Et après on repasse le patient. Donc au début de l'acquisition, on fait un deuxième run avec des acquisitions, comme je l'ai dit, très très courtes. Ce qui nous permet au fait d'avoir les courbes de temps-activité, d'accord, avec une modélisation cinétique, convertir donc les images dynamiques en images paramétriques, donc le fameux paramètre KI, ceux qui connaissent l'analyse Patlack, et puis la distribution des volumes, et puis la fusion entre les deux ici. Au fait, la question qu'on s'est posée, est-ce que l'imagerie paramétrique améliore la détectabilité de lésions? Et je vous montre 2 exemples et je termine là. Donc là, c'est un premier exemple, donc un patient, où on comparait les images SUV. Donc tous les médecins nucléaires vous diront que le FDG n'est pas bon pour le foie. Au fait, ce n'est pas le FDG, c'est l'imagerie statique qui n'est pas opportune pour le foie. Donc si on compare le SUV, vous avez un semblant de lésion ici, donc les médecins n'étaient pas tout à fait sûrs, et puis ils ont finalement conclu à absence de lésion sur l'image statique, puis sur l'image paramétrique. Donc là, on est certain que cette lésion existe, et donc comment ça s'appelle, le patient, il a eu je trouve pas le mot là, fonction, une biopsie, voilà. Il a eu une biopsie, puis ça a confirmé donc la présence de cette lésion. Un deuxième cas ici, où ils n'étaient pas sûrs également, est-ce que c'est une inflammation, bien est-ce que c'est une lésion, et donc l'imagerie paramétrique, elle est négative, et effectivement, donc la biopsie a confirmé également donc, que c'était une inflammation et pas une lésion donc, maligne. Voilà, je pense que je vais terminer juste avec cette dernière dia. Donc, en plus de l'imagerie paramétrique, on peut faire de l'imagerie microparamétrique, donc extraire les fameux paramètres K1, K2, K3, K4 que j'ai mentionnés au début pour l'analyse cinétique. Et je pense que les premiers résultats en fait, sont très concluants, dans le sens où vous avez ici une lésion qui est malheureusement pour les nucléaristes, heureusement pour les radiologues, qui est positive sur le CT, négatif sur l'image CT, donc le FDG n'est pas très bon en imagerie statique pour les HCC, et l'image microparamétrique, en fait, nous permet, avec les K1 et K2, de montrer qu'il y a une lésion qui est présente ici. Voilà, je vous remercie, et puis s'il y a des questions éventuellement.